Bonjour à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour cette vidéo, ce point de marché du 16 décembre 2023, sans doute le dernier de cette année 2023, qui aura été vraiment riche en événements. Et c'est aussi la première vidéo que je vous fais après le live, le direct que j'ai fait il y a de cela 3 semaines. Et oui, le temps passe vite, où je vous avais annoncé mon intention de devenir conseiller en investissement et en gestion de patrimoine. En tout cas, je vous remercie beaucoup puisque depuis cette vidéo, j'ai eu énormément de personnes hein, qui m'ont écrit pour me demander de les accompagner dans la gestion de leurs finances personnelles. En tout cas, je vous remercie vraiment énormément pour toutes les personnes qui me font confiance, qui me contactent, qui m'écrivent pour que je les accompagne. Et effectivement, hein, j'ai eu pas mal de rendez-vous, hein. Mon agenda pour le début de l'année 2024 est en train de se remplir parce qu'évidemment, beaucoup d'entre vous m'ont sollicité pour les accompagner, sachant que je ne prends pas d'honoraires hein, sur le conseil en investissement. Donc évidemment, j'ai eu pas mal de demandes. Et aussi, je suis très content d'apprendre que ma vidéo a suscité des vocations, puisque j'ai eu aussi des personnes qui m'ont contacté parce qu'elles sont intéressées pour exercer le métier de conseiller en gestion de patrimoine de la manière dont je l'ai décrite dans ma vidéo. Quand je parle de conseiller en gestion de patrimoine, c'est pas vendeur de produits, c'est vraiment faire une approche globale comme un médecin de famille. Donc du coup, bah, j'ai été aussi enchanté d'avoir pu susciter des vocations. Et d'ailleurs, j'organise une journée de découverte le samedi 13 janvier pour les personnes qui sont intéressées par le métier. Alors évidemment, c'est pas ouvert à tout le monde, puisque je sélectionne quand même les personnes pour m'assurer que les personnes sont sérieuses, hein. Donc les personnes qui peuvent être intéressées par le métier peuvent m'écrire hein, à l'adresse qui s'affiche sur l'écran. Et évidemment, les personnes qui souhaitent être accompagnées peuvent aussi m'écrire. Voilà. Bon, le but de cette vidéo n'est pas de faire la publicité sur mon activité de conseiller en investissement et gestion de patrimoine, mais en tout cas, sachez que j'ai été très touché par le nombre de mails que j'ai reçus suite à ma vidéo du mois de novembre. Alors, on va passer maintenant au sujet qui nous intéresse hein, euh, de ce point de marché du 16 décembre 2023. Pourquoi un emballement haussier des marchés? Hein, vous avez peut-être pu le remarquer, les marchés sont en train de s'emballer à la hausse. On est en train d'assister à des niveaux jamais vus sur les marchés financiers, que ce soit américains ou européens. Alors, déjà, je fais un petit rappel. Alors, début novembre, j'avais fait, alors on était encore très loin des records, hein, puisque le CAC 40 était encore en dessous de 7000 points à l'époque, et j'avais fait une vidéo où intitulée CAC 40 à 10 000 points, est-ce possible? Alors, j'avais fait cette vidéo il y a un mois et j'avais expliqué qu'il est possible, alors même si ce n'est pas mon scénario central, qu'il est possible de voir un CAC 40 à 10 000 points à un horizon assez court et de voir un Dow Jones à 50 000 points. C'est tout à fait possible et j'avais expliqué les raisons pouvant faire en sorte que l'on arrive à ce scénario. Alors, j'avais exposé deux scénarios. Le premier, les banques centrales laissent filer l'inflation en s'accommodant d'une inflation structurelle qui ne serait plus à 2%, mais qui irait à 3, 4, voire 5%. Et on a ce scénario notamment en Turquie. En Turquie, regardez, on a eu en 2022 la banque centrale turque qui a laissé filer l'inflation et on a eu la bourse turque qui a explosé à la hausse avec des marchés turcs qui ont fait 300% de hausse en 2 ans. Donc si on avait le même scénario qui se produisait en Europe, on aurait très bien un CAC 40 à 30 000 points. À même 10 000 points, ça serait de la gnognotte.
on aurait carrément un CAC 40 à 30 000 points. Donc ça, c'est un scénario qui n'est pas du tout exclu. Alors évidemment, officiellement, vous n'entendrez pas Madame Lagarde ou Monsieur Powell dire l'inflation, on s'en fiche, on va laisser filer l'inflation. Mais on pourrait avoir des signaux avant-coureurs qui laissent à penser que les banques centrales sont en train de capituler face à l'inflation. Donc ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est les banques centrales parviennent à vaincre l'inflation sans entraîner une récession. Et ça, on a déjà vu des épisodes dans l'histoire où on avait à la fois une désinflation, voire même une déflation, avec de la croissance. On a pu observer ça notamment à la fin du 19e siècle, lorsqu'on a eu des ruptures technologiques, lorsqu'on a des révolutions industrielles qui engendrent des gains de productivité, qui entraînent à la fois une baisse de l'inflation, puisqu'on a besoin de moins de ressources pour faire plus de produits, ce qui entraîne une baisse des prix des produits. Et en plus, comme on a une rupture technologique, on a une remontée de la croissance. Ça peut s'imaginer. Donc, on l'avait vu à la fin du 19e siècle, hein, avec l'apparition, le développement du chemin de fer, puis des bateaux, hein, puisqu'on a eu, au début du 20e siècle, on a eu le développement de grandes compagnies maritimes qui a rendu des voyages Paris-New York assez faciles à faire. Donc, ça, c'était une rupture technologique. On a eu une deuxième rupture technologique après la fin de la Première Guerre mondiale, avec notamment l'arrivée de l'automobile. Et enfin, on a eu les 30 Glorieuses, hein, le début des 30 Glorieuses, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc on peut très très bien avoir des ruptures technologiques. Et là, on peut envisager plusieurs prétextes à des ruptures technologiques. On a le développement de l'intelligence artificielle, on a le développement de la médecine qui pourrait permettre aux chercheurs de vaincre certains cancers. On a le développement de l'aérospatial. On envisage de plus en plus d'envoyer des hommes sur la Lune, de retourner sur la Lune, et pourquoi pas sur Mars avant la fin des années 20. Et donc là, évidemment, si on s'aperçoit que l'humanité est capable d'aller sur d'autres planètes assez facilement, je vous laisse imaginer les ruptures technologiques que cela va engendrer. Donc ça c'est quelque chose qui est possible et qui s'est déjà vu dans le passé. Donc là, c'est les deux scénarios qui pourraient faire en sorte que les marchés actions puissent aller à des records jamais vus dans le passé. Alors, un petit rappel, hein, là, c'est impressionnant. Regardez, donc là, c'est par exemple le Dow Jones. Hein. Donc là, j'avais fait la vidéo, vous voyez ici, là, en début novembre. Et là, on voit, hein, depuis, le Dow Jones est en train d'éclater. Le Dow Jones a pris plus de 5000 points en un mois et demi. C'est du jamais vu. Hein. Regardez, là, vous avez le Dow Jones sur le graphique à gauche en pas journalier. Regardez la hausse, hein, en un mois. On a eu une hausse spectaculaire. Pour retrouver des hausses comme ça, il faut revenir à l'après-Covid. Lorsqu'on a déconfiné les populations, on a eu cette hausse des marchés. Mais on partait de très bas. Après, je vous rappelle qu'après le Covid, après le confinement, le Dow Jones était à 18 000 points. Aujourd'hui, on est à 37 200 points. On a fait x2 par rapport au confinement, au Covid. Et regardez cette hausse funiculaire du Dow Jones. Hein, c'est vraiment énorme. On a pulvérisé quasiment toutes les résistances et on a battu le record historique qui était à 36 800 points. Là, on est maintenant à 37 276 points. Donc là, on a le Dow Jones. Hein, maintenant, si on se place en pas hebdomadaire, regardez la crise de 2008. Hein. Vous voyez, c'est du peanut, c'est du détail. La crise du Covid, et regardez où on est ici. On est à des records de tout temps. On a atteint des niveaux historiques qu'on n'a jamais vus par le passé. C'est pareil pour le CAC 40. Hein. Regardez le CAC 40, hein, entre fin octobre et mi-décembre. On a eu un CAC 40 qui a pris 1000 points quasiment en ligne droite. En ligne droite, on n'a jamais soufflé. Le CAC 40 n'a jamais soufflé. Il est monté en ligne droite depuis
quasiment fin octobre. Regardez même les moyennes mobiles, il y a des moyennes mobiles qui n'ont même pas encore eu le temps de se retourner à la hausse, que le CAC 40 a déjà atteint ses records historiques. Et il est même maintenant aujourd'hui plus proche des 8000 points que des 7000 points. Alors qu'il y a encore un mois, on était en dessous de 7000 points. On a vraiment des marchés actions qui sont en train d'exploser tout à la hausse. Pareil pour le S&P. Alors, le S&P est un petit peu en retard. Vous voyez, il n'a pas dépassé ses records historiques de début 2022, donc avant la guerre en Ukraine. Mais on voit que progressivement, le S&P 500 se rapproche progressivement de son record absolu à 4800 points. Donc là, il faudra surveiller le S&P 500 parce qu'il est beaucoup plus large que le CAC 40 ou que le Dow Jones. Il y a 500 valeurs, donc c'est un très, très, très gros indice. Donc, c'est un indice qui est quand même beaucoup plus stable, beaucoup moins volatile que le CAC 40 ou que le Dow Jones. Donc, ça va être assez important à voir. Donc, soit on va faire un double top, c'est-à-dire que le S&P va venir taper les 4008 avant de rebaisser, soit on pourrait exploser les 4008, voire les 5000 points, pour aller explorer des records jamais atteints par le passé. Donc ça, donc l'orientation du S&P 500 va être vraiment importante pour voir comment tous les autres marchés vont suivre. Alors, c'est très très bien d'avoir vu pourquoi les marchés augmentent. Maintenant, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui pousse les marchés à anticiper de telles hausses dans le futur. Pourquoi les marchés augmentent? Ça, c'est important. Alors, vous avez pas mal de gens, dont des personnes que je respecte énormément, que j'apprécie énormément, comme Philippe Béchat, par exemple, que je suis énormément. Je ne rate aucune de ses vidéos depuis des années et des années et des années. Moi, en toute humilité, je jouais au Lego, au Playmobil, quand Philippe Béchat était déjà sur les marchés. Donc, je n'ai pas du tout la prétention de, de me confronter à lui. Néanmoins, néanmoins, c'est vrai que quand je regarde un petit peu les vidéos de Philippe, bah, on a l'impression en fait comme s'il y avait un complot. Voilà, il y a des algorithmes, il y a une progression funiculaire des marchés, il y a des complots, il y a des algorithmes, etc. Bon. Alors c'est vrai, c'est en partie vrai. Il y a, et j'en ai déjà parlé d'ailleurs, il y a tout un tas d'acteurs sur les marchés qui ont intérêt à pousser les marchés à la hausse. Je leur ai même donné un nom, hein, ceux qui me connaissent, hein, les dogs de Bordeaux, donc des gens, des gérants actions qui ont clairement intérêt à pousser les marchés à la hausse. Donc, il y a clairement cette philosophie, on a des algorithmes et on a des gérants actions en poste notamment dans les sociétés de gestion et dans les compagnies d'assurance qui poussent les marchés actions à la hausse en achetant des actions sans arrêt, pour pousser les marchés à la hausse pour satisfaire un intérêt personnel. Voilà. Donc ça je suis d'accord, effectivement, avec cette théorie. Néanmoins, quand on voit la puissance de la hausse des marchés actions, on ne peut pas résumer, on ne peut pas juste se dire c'est un complot, c'est des algorithmes, c'est des robots, c'est des gérants actions qui font monter le CAC 40 ou le Dow Jones. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Et en réalité, c'est que les marchés anticipent le fait que les hausses de taux auxquelles on a assisté n'auront pas le temps d'impacter l'économie et rebaisseront suffisamment rapidement pour que l'économie n'ait pas le temps de ralentir et de tomber en récession. Si vous voulez comprendre pourquoi les marchés actions battent des records aujourd'hui, il faut voir comment les marchés anticipent l'évolution des taux d'intérêt relativement à l'évolution des bénéfices des entreprises et de la croissance économique. Il ne faut pas oublier que les entreprises et les États ne remboursent jamais leurs dettes. Ils la font rouler dans le temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire rouler une dette dans le temps? C'est-à-dire qu'ils vont emprunter, mettons, 100 000 euros aujourd'hui, ils vont payer les intérêts pendant 5 ans,
sans rembourser le capital. Et au bout de 5 ans, ils remboursent le capital, mais ils empruntent aussitôt la même somme avec le taux d'intérêt dans 5 ans. Et donc, en fait, ils empruntent à taux fixe pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans, ça dépend des maturités. Et peu importe l'évolution des taux pendant cette durée d'emprunt, le taux auquel ils ont emprunté, il est fixe. Il ne change qu'au moment où l'entreprise ou l'État va rouler sa dette. Donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, la plupart des entreprises et des États remboursent encore des crédits à taux négatifs ou alors à des taux proches de zéro. C'est pour cela que les hausses de taux auxquelles on a assisté n'ont pour le moment pas impacté les entreprises et les États, du moins les grands groupes et les États. Parce qu'on voit que parmi les petites entreprises, on commence à voir énormément de faillites apparaître. Là, je vous ai mis un graphique assez simple. Donc là, la courbe bleue, c'est l'évolution des taux. C'est une projection, hein, ce sont des chiffres bidons. Je vous ai pris l'évolution des taux de marché aujourd'hui, dans 1 an, dans 2 ans, comment les taux évoluent en bleu. Et en orange, je vous ai mis le taux auquel une entreprise se refinance. Donc imaginons qu'on est aujourd'hui à l'année 3, l'entreprise a fait un crédit à l'année 0, à taux 0. Les taux vont être à l'année 3 à 3, 4, 5%. Tant que la maturité n'est pas atteinte, l'entreprise continue à payer 0 € d'intérêt. Ensuite, on arrive à 5 ans. L'entreprise doit rembourser son crédit sur 5 ans. Que va faire l'entreprise? Elle va rembourser le crédit, mais elle va recontracter un autre crédit à horizon 5 ans, au taux d'intérêt du marché dans 5 ans. Là, supposons que le marché, le taux est à 5 ans, à 5%. Du coup, l'entreprise va se refinancer, mais à un taux beaucoup plus élevé que ici. Donc, elle va se refinancer à 5%. Là, je suppose en bleu que les taux continuent à monter. Alors là, j'ai pris un exemple loufoque, hein, que les taux montent à 30%. Ben, en fait, pendant 5 ans, l'entreprise, elle va se continuer à rembourser son crédit à 5%. Et il faudra qu'elle attende 10 ans, au bout de 5 ans, donc dans 10 ans, pour rembourser son crédit et recontracter un nouveau crédit, cette fois-ci au taux à dans 10 ans, c'est-à-dire à 30%. Et là, vous voyez un petit peu l'effet retard, c'est-à-dire entre le coût de la dette, le coût des crédits aux entreprises et le niveau des taux d'intérêt sur le marché, vous voyez qu'il y a un lag, il y a un retard. Vous avez un effet retard entre les taux auxquels se financent les entreprises et les États avec le taux du marché que vous voyez. C'est ce qui explique pourquoi la Grèce n'a pas disparu. Souvenez-vous de la crise des dettes en Europe. Les taux grecs sont passés de 3% en 2009 à 30% en 2012, au sommet de la crise des dettes souveraines en Europe. Vous vous doutez bien que la Grèce ne s'est pas refinancée à 30%. La Grèce payait ses créanciers à 3%, donc de 2010 à 2015 environ. Les taux en 2012 de la Grèce sont montés à 30%. Et Mario Draghi est intervenu pour dire whatever it takes, l'euro, il est insubmersible. Et c'est là que les taux grecs se sont effondrés. La Banque centrale européenne a refinancé, a racheté une partie de la dette grecque, ce qui a permis au taux de la Grèce de redescendre à des niveaux acceptables. Et quand la Grèce s'est refinancée sur les marchés en 2014-2015, elle s'est refinancée à des taux à 3, 4, 5%, qui sont supportables pour l'économie grecque. Donc toute la période où les taux grecs étaient à 30, 40%, en réalité, la Grèce n'a jamais eu à se refinancer à ces taux-là. C'est ce qui a permis d'éviter que la Grèce ne disparaisse complètement. Donc aujourd'hui, en fait, on a des taux qui ont beaucoup monté par rapport au début des années 2020, mais la plupart des entreprises et des États n'ont pas encore roulé leurs dettes. Aujourd'hui, on continue à rembourser des dettes à des taux quasiment nuls. Par contre,
si les taux se maintiennent au niveau qu'on a aujourd'hui, là, on commencera à avoir des problèmes. C'est ce qui explique pourquoi les marchés ont beaucoup baissé en 2022, ont remonté certes un peu en 2023 avant de rebaisser fortement courant de l'été, septembre, voire même octobre 2023. Donc là, je vous fais un petit schéma. Alors, c'est un peu compliqué, hein, je suis désolé, mais c'est quand même assez technique. Ça, c'est l'évolution des taux. Donc là, vous avez les taux 5 ans. Hein, donc on était quasiment à 0% hein, pour les taux corporate. 5 ans, donc 2019, 2020, 2021. Et là, 2022, vous avez l'explosion des taux d'intérêt, 2022, 2023. Et là, c'est ce que en septembre 2023, les marchés pensaient que les taux allaient rester à 4% pendant 3, 4, 5 ans. Donc ça, c'était ce que les marchés anticipaient encore au début de l'automne 2023. Qu'est-ce que cela signifie sur les capacités de financement des entreprises? Donc là, vous avez le coût de la dette des entreprises en rouge et vous avez les bénéfices. Donc là, j'ai pris une entreprise qui emprunte 1 milliard. Hein, j'ai pris une entreprise, voilà, ou un État qui emprunte 1 milliard et qui va payer les intérêts durant tout le temps. Donc là, l'entreprise, elle emprunte 1 milliard au 30, à la fin de l'année 2019. Donc elle va quasiment rien payer. Hein, les taux étaient à zéro. Donc elle va quasiment rien payer. En revanche, elle va générer de la croissance des bénéfices grâce à la dette. Donc vous voyez la courbe verte. Puis, à la fin de l'année 2023, 2024, à la fin de l'année 2024, donc dans un an, comme les taux restent, se stabilisent à 4%, bah, l'entreprise va devoir rouler sa dette, elle va rembourser le crédit contracté à la fin de l'année 2019 à zéro pour refaire un nouveau crédit à 4%. Et là, on voit le coût de la dette de l'entreprise qui explose à la hausse pour arriver à 40 millions d'euros par an. Et donc là, on voit que le coût de la dette de l'entreprise ou des États, ce qu'on appelle le mur de la dette, il est énorme. Alors que les bénéfices, eux, n'explosent pas à la hausse. Et donc là, en fait, les marchés, c'est pour cela qu'on a eu des périodes turbulentes sur les marchés anticipaient que les hausses de taux auxquelles on a assisté en 2022-2023 allaient finir par entraîner un coût de refinancement des entreprises supérieur aux bénéfices. Et c'est ce qui a poussé les marchés à la baisse durant l'année 2022 et même une partie de l'année 2023. Qu'est-ce qui s'est passé en novembre 2023, donc le mois dernier et ce mois-ci, qui a poussé les marchés à la hausse? Alors, donc là, on a l'évolution des taux, donc ça, c'est les taux passés. Donc ça, les taux passés, ils ne vont pas changer. Mais là, les marchés anticipent qu'en réalité, dès l'année 2024, les taux vont chuter fortement, très fortement. Hein, certains commencent même à penser que la Fed pourrait baisser les taux de 200 points de base. C'est énorme. Donc les marchés anticipent que les banques centrales vont commencer à très fortement baisser les taux d'intérêt dès le premier trimestre 2024. Donc là, je vous mets l'évolution des anticipations des taux de marché. Et on voit d'ailleurs déjà les taux longs, les taux à 5 ans, les taux à 10 ans, qui ont commencé à baisser sensiblement. Même les taux de 2 ans commencent déjà à baisser. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les taux baissent. On arrive en 2024, donc les entreprises vont se refinancer. Alors, peut-être pas à taux zéro, hein, on reviendra peut-être pas au taux zéro, mais vous voyez, les entreprises, au lieu de se refinancer à 4%, comme c'était anticipé il y a encore 2 mois, les entreprises pourraient devoir se refinancer qu'à des taux à 1 ou 2%. Donc, ce qui occasionnerait, si on prend une dette de 1 milliard d'euros, on aurait des coûts de refinancement à 10 millions d'euros tous les ans. Donc, on aurait la courbe rouge, le coût de financement qui certes augmenterait, mais pas suffisamment fort pour entraver la croissance des bénéfices des entreprises. Et donc, les marchés se mettent depuis 1 mois et demi à anticiper le fait que le coût de refinancement des entreprises, certes, il pourrait légèrement quand même augmenter par rapport à l'année
par rapport au début des années 20, mais le coût de refinancement sera suffisamment limité par la baisse des taux d'intérêt qui devrait arriver assez rapidement pour ne pas dépasser les perspectives de bénéfices des entreprises. Donc ça, c'est le scénario idéal, le scénario rêvé des marchés, que les marchés commencent aujourd'hui à pricer. Je vous rappelle, j'insiste là-dessus, que les entreprises et les États ne font pas de crédit, ne remboursent pas leur crédit au taux du marché que vous observez. Il y a toujours un effet retard. Elles roulent leur dette. Contrairement aux particuliers qui, eux, quand vous êtes particulier, vous voulez acheter une voiture aujourd'hui, vous allez vous endetter au taux du marché actuel. Donc, c'est-à-dire, vous allez faire, si vous faites un crédit auto aujourd'hui, vous allez faire votre crédit à 5, 5,5%. Les entreprises, elles roulent des dettes qu'elles ont contractées il y a déjà des années de cela, tout comme les États. C'est pour cela que les hausses de taux qu'on a vues, pour le moment, n'impactent pas encore l'économie réelle, en particulier les grosses entreprises et les États. Ça, c'est un scénario alternatif qui est aussi défavorable au marché, que on a pensé à un moment que ça pourrait se réaliser, mais que les derniers chiffres semblent montrer qu'il y a une résilience des perspectives de bénéfices des entreprises. Là, on voit, donc, les marchés anticipent toujours une baisse de taux. Et là, c'est un scénario alternatif qui serait vraiment pas bon pour les marchés. C'est certes, les coûts des entreprises, de refinancement des entreprises remontent. Alors, ne remontent pas aussi violemment qu'il y a encore 2 mois, hein, ne remontent pas aussi violemment qu'ici. Donc, ils remontent. Mais, avec la récession en cours, on aurait un effondrement des perspectives de bénéfices des entreprises. Il ne faut pas oublier que les marchés fonctionnent toujours en relatif. Les marchés ne regardent pas que les coûts de refinancement des États et des entreprises, mais ils regardent ça relativement à la croissance et aux perspectives de bénéfices des entreprises et de croissance du PIB des États. Or, dans ce scénario-là, normalement, les marchés devraient baisser. Si jamais les marchés commençaient à anticiper que oui, les taux vont baisser, mais que cette baisse des taux sera corrélée à un effondrement de la croissance économique, à un effondrement des perspectives de bénéfices des entreprises, alors là, on aurait des bénéfices futurs qui s'effondreraient et qui deviendraient inférieurs au coût de refinancement des entreprises. Et là, on aurait des marchés qui arrêteraient de monter et qui même chuteraient et baisseraient même fortement. Donc ça, c'est un autre scénario négatif alternatif. Donc les marchés, pour le moment, ils n'anticipent ni ce scénario-là, qui ne pensent pas que les taux vont rester à 4% très longtemps, 4-5% très longtemps. Ils ne pensent pas que l'inflation sera suffisamment élevée dans les prochains mois pour que les banques centrales maintiennent les taux élevés. Donc, ils n'anticipent pas ce scénario, ni celui-ci. Ils ne pensent pas que les taux baisseront et que la croissance baissera. Les marchés, pour le moment, anticipent ce scénario idéal, idyllique, mirifique, avec des taux qui baisseraient suffisamment vite parce que l'inflation est en train de reculer, mais qu'il n'y aura pas de perspective de baisse des bénéfices des entreprises. Et c'est ce scénario-là que sont en train de jouer les marchés financiers. Et c'est là un petit peu que c'est là où j'ai plutôt tendance à rejoindre les vidéos de Vincent Gane qui présente, hein, qui présente de très belles vidéos, le Top Gun. Je vous invite à regarder ces vidéos qui sont très intéressantes. C'est là où moi, finalement, je suis plus proche de l'analyse de Vincent Gane, plus proche que, par exemple, de Philippe Béchade, qui, lui, considère qu'il y a des algorithmes qui truquent, qui trafiquent les marchés. Même si, il y a une exagération de la hausse des marchés par des algorithmes et par des gérants actions qui ont intérêt à pousser les marchés à la hausse. Je vous rappelle qu'au 31
décembre 2023, en fonction du niveau du CAC 40, du Dow Jones, du CAC 40, du S&P, les gérants actions auront des bonus en 2024 qui seront corrélés au niveau des marchés atteints au 31-12-2023. Donc, il y a effectivement tout un tas d'acteurs sur le marché qui ont intérêt à pousser la hausse des marchés. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. S'il n'y avait que ça, il n'y aurait jamais de crise en réalité. En 2008, les marchés auraient monté, les marchés ne feraient que monter. Or, on a déjà eu des années de fortes baisses des marchés. Donc, ce qui alimente pour le moment la hausse des marchés actions, c'est que les marchés anticipent un scénario idéal avec des inflations, une très forte baisse de l'inflation, baisse des taux d'intérêt, suffisamment rapide pour neutraliser l'impact délétère des hausses des taux intervenues précédemment, et sans impacter la croissance des bénéfices des entreprises et du PIB des États. Donc ça, c'est le scénario rêvé, le scénario idéal que semblent pricer les marchés aujourd'hui. Alors maintenant, est-ce que c'est est-ce que on peut est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que on est sûr que ce scénario idéal ne risque pas d'être remis en cause? Et là, alors ça c'est le slide, je terminerai par ce slide justement. Là, moi je suis comment dire? C'est là où moi je suis prudent. Je suis prudent. Pourquoi? Alors, je ne m'appuie pas comme ça sur des théories. Hein. Euh, si on était dans un scénario aussi magique que ça, avec il n'y a plus de risques, l'inflation a disparu, la croissance continue. Moi, il y a quand même une chose qui me fait un peu peur, c'est l'or. L'or est à des niveaux historiques, on est à des records historiques sur l'or. Donc, si on était dans le meilleur des mondes, comment expliquer que l'or se maintienne au-dessus de 2000 $ l'once? Moi, ça me dérange, ça. Et pourquoi l'or est aussi haut? Parce que les risques n'ont pas disparu. Regardez les risques géopolitiques. Regardez la Russie qui est en train de reprendre l'initiative en Ukraine. On parle de plus en plus d'un risque de capitulation en race campagne de l'Ukraine. On parle d'un risque de défaite de l'Ukraine face à la Russie. Même sur des chaînes qui sont plutôt pro-ukrainiennes, regardez sur LCI, qui est une chaîne, on ne peut pas dire qu'elle soit russophone, hein, elle est même très anti-russe, elle est plutôt pro-ukrainienne. Même sur LCI, même sur des chaînes pro-ukrainiennes, l'heure n'est pas du tout à l'optimisme sur le front ukrainien. En Ukraine même, on a de plus en plus de médias ukrainiens qui sont très critiques vis-à-vis de Zelensky. On a des tensions entre Zelensky et son état-major, Zaloujny, qui clairement indique que l'Ukraine est en position extrêmement difficile face à la Russie. La Russie est en train de reprendre l'initiative sur le front ukrainien. Et ça, c'est pas du tout positif pour l'Ukraine, mais aussi pour l'Europe. Parce que Poutine, après avoir subi des sanctions de la part des Européens, à mon avis, il risque de faire payer très cher aux Européens de notre soutien à l'Ukraine. Et c'est là, moi, où je suis. Alors, moi, je ne fais pas de politique sur cette chaîne, mais c'est là où la demi-mesure est très dangereuse. Hein. Soit il fallait ne pas aider l'Ukraine. On dit c'est un problème entre l'Ukraine et la Russie, on les laisse se débrouiller, on laisse Poutine faire ce qu'il a à faire en Ukraine et on n'intervient pas. Premier scénario. Deuxième scénario, on considère que Poutine est un dangereux, c'est un néo-nazi. On émet un mandat d'arrêt international contre lui, ce qui a d'ailleurs été fait. On met des sanctions, mais on envoie des troupes en Ukraine et on crée une coalition otano-américano-kievienne pour aller jusqu'à Moscou pour capturer Poutine et le faire juger comme on l'a fait en Irak avec Saddam Hussein. Il fallait faire l'un ou l'autre. Soit on laisse l'Ukraine
face à son destin devant la Russie, on les laisse se débrouiller, on n'intervient pas. Dans ce cas-là, Poutine, il n'a aucune raison de nous en vouloir. Soit on considère que Poutine est très dangereux. C'est vrai que Poutine, euh, moi, il me fait un peu peur. Hein. Soit on considère que Poutine est dangereux, mais on va jusqu'au bout. On fait, on monte une armée internationale, pour aller déloger Poutine au Kremlin. Ce qu'a tenté de faire Napoléon au début du 19e siècle. Il fallait faire l'un ou l'autre. Mais là, on a fait un deux poids, deux mesures. Et le danger, c'est qu'on ait une défaite ukrainienne face à la Russie, qui est en économie de guerre, avec un risque que Poutine se dise, bah, pourquoi je n'irai pas plus loin que l'Ukraine? Et ça, c'est un vrai danger qu'il y ait une confrontation globale, comme l'a indiqué d'ailleurs Philippe Fabry dans ses différentes vidéos. Voilà. On voit que les risques n'ont clairement pas disparu. On a le deuxième risque qui, lui non plus, n'a pas disparu, qui est le risque au Proche-Orient. Proche-Orient, la situation, elle n'est clairement pas pacifiée. Là encore, moi, j'ai un petit souci. Il y a eu des atrocités, clairement des atrocités qui ont été commises par le Hamas le 7 octobre, qu'on pourrait qualifier de crimes de guerre, voire même de crimes contre l'humanité, puisqu'on n'a jamais eu autant de meurtres, il faut appeler un chat, de meurtres commis contre des juifs, on n'a jamais vu ça depuis la Deuxième Guerre mondiale. Oui, il faut appeler un chat, clairement. Ce qu'a fait le Hamas, c'est horrible, il n'y a pas d'autre mot. Mais, on, on commence à se demander quel est l'objectif d'Israël. Est-ce que l'objectif d'Israël, c'est vraiment de décapiter le Hamas? Dans ce cas-là, pourquoi ne pas envoyer un mandat d'arrêt international contre Ismaël, donc le chef du Hamas qui est basé au Qatar et qui mène la belle vie? Bizarrement, Israël ne fait rien. Et c'est ça qui est surprenant, ne fait rien contre les chefs du Hamas et par contre bombarde Gaza. On est presque à 20 000 morts côté gazaoui et on se demande si finalement l'objectif de Netanyahou n'est pas de profiter du massacre atroce qui a été commis le 7 octobre pour vider Gaza des Palestiniens, avec un risque d'internationalisation, de régionalisation du conflit, et que le conflit entre le Hamas et Israël ne finisse par devenir un conflit régional. Et ça, c'est un risque qui n'est pas du tout à prendre à la légère, qui pourrait entraîner une remontée du prix du pétrole, une remontée de l'inflation, etc., etc., etc. Donc ça, là, il y a un vrai danger que le conflit ne s'élargisse avec, pourquoi pas, l'Égypte en dessous, la Jordanie à l'est et le Liban au nord, avec le Hezbollah qui est un peu en embuscade au nord d'Israël. Donc là, il y a un vrai, il y a un vrai danger. Il y a un vrai danger parce qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas les buts de guerre israéliens. On ne les connaît pas. Moi si l'objectif c'est de vaincre le Hamas, je vois pas en quoi bombarder et parquer les Palestiniens comme des animaux. Hein. C'est atroce hein, ce qui se passe à Gaza. Je vois pas en quoi ça permet de neutraliser le Hamas, sachant que les chefs du Hamas se baladent en avion. On a vu les chefs du Hamas aller tranquillement à Moscou rencontrer Poutine, aller tranquillement en Turquie rencontrer Erdogan, qui au passage qualifie le Hamas de mouvement de résistance. Là encore, personne ne condamne Erdogan, qui qualifie les actes du Hamas de résistance alors qu'ils ont commis un massacre atroce. Donc, c'est bizarre ce qui se passe, c'est assez étrange. L'attitude des Occidentaux, des Turcs, des Israéliens, c'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Euh, voilà, moi, si je voulais vaincre le Hamas, si j'étais israélien et que je voulais vaincre Hamas, au contraire, je tendrais la main à l'autorité palestinienne, à la population palestinienne, pour, pour sortir le Hamas, hein, comme le tic sur le dos d'un chien, pour sortir le Hamas du, pour désolidariser le Hamas des Palestiniens. Or, ce que font les Israéliens, au contraire, ils mettent tout le monde dans le même sac. Palestiniens, Hamas, on met tout le monde dans le même sac. Donc c'est assez bizarre. Le but de guerre d'Israël est assez confus, pour moi en tout cas, et peut laisser craindre un embrasement de la région. Donc on voit que les risques
sont encore là, sans parler aussi, hein, si jamais l'Ukraine est vaincue par rapport à la Russie, que ça n'aiguise l'appétit d'un autre géant de la planète, la Chine, qui pourrait se dire, bah, Poutine a atteint ses buts de guerre en Ukraine, bah, Xi Jinping va se dire, bah, tiens, bah, moi, à Taïwan, je vais faire ce que j'ai envie. Et donc, il y a de vrais risques géopolitiques aujourd'hui, Proche-Orient, Moyen-Orient, Azerbaïdjan, Asie mineure, Europe et Asie. On a de vrais risques d'irruption de plusieurs foyers de guerre. Et ça, l'or, le niveau de l'or montre clairement que les risques n'ont pas disparu. Ensuite, on a une courbe des taux qui est très inversée. On a quasiment 150 points de base d'inversion de la courbe des taux. Et en général, une courbe des taux inversée laisse présager d'une forte récession dans le futur. Et on commence en France, par exemple, à voir apparaître une remontée du chômage. Hein, allez, hein, là, je vous ai mis un article sur Libération, mais vous pouvez aller dans d'autres journaux. On voit le chômage qui commence à tranquillement repartir à la hausse. Et qu'est-ce que les gouvernements nous proposent pour lutter contre le chômage? Bah, on va baisser les droits des chômeurs, notamment des seniors. Bah, c'est super. Ah bah oui, bah ça, oui. Effectivement, en diminuant les droits au chômage des seniors, ça permet de camoufler la hausse du chômage. Vous cassez le thermomètre, mais ce n'est pas en cassant le thermomètre que vous allez guérir le malade. Donc là encore, le gouvernement, notamment M. Le Maire et M. Dussault, pour moi, ils sont complètement à côté de leur pompe. Hein. Alors bon, c'est vrai que j'ai des doutes sur les compétences économiques de M. Le Maire, mais là, dire pour baisser le chômage, on va diminuer le droit au chômage des seniors, ça ne va pas résoudre le problème. On sait que la plupart des seniors au chômage, ils ne sont pas au chômage par choix, ils sont au chômage parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. On sait très bien, surtout en France, que les entreprises, dès que vous atteignez 50-55 ans, les entreprises vous poussent à la sortie avec une très faible probabilité de retrouver un travail. Ça, on le sait. Donc, ce n'est pas en faisant des mesures de briques et de broc que l'on va baisser le chômage ou que l'on va empêcher le chômage de remonter. Donc, là encore, hein, pour les seniors ou les gens qui ont entre 30 et 40 ans, si vous voulez éviter de vous retrouver au chômage à 55 ans, préparez votre liberté financière dès maintenant. Hein, le titre de cette chaîne, c'est Conquérir votre liberté financière. Préparez, travaillez sur votre liberté financière dès maintenant. N'attendez pas que M. Macron, M. Le Maire ou M. Dussault, ou Le Sceau, je ne sais plus comment il s'appelle, ne trouvent des solutions. Eux, leur seul objectif, c'est un gouvernement de parole. Leur seul objectif, c'est de jouer sur le thermomètre pour faire croire qu'il n'y a pas de maladie. Hein. Et ce n'est pas parce que vous trempez le thermomètre dans de l'eau froide pour qu'il affiche 37 degrés que votre température corporelle elle est passée de 40 à 37. Donc on a un vrai problème aujourd'hui. On a quand même le chômage qui se remet à augmenter en France avec une courbe des taux très inversée. Et enfin, on a un marché immobilier qui est déjà en crise. Autant la hausse des taux, on peut se poser la question si les hausses de taux intervenues par le passé auront un impact sur les entreprises et sur l'État. Pour les marchés, on pourrait éviter la crise si les taux baissent suffisamment rapidement en 2024. Néanmoins, au moment où je vous parle, l'immobilier, clairement, il est déjà dans la crise. Dans l'immobilier, il n'y a quasiment pas de transactions aujourd'hui. Et ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas acheter de biens immobiliers, c'est parce que les taux d'intérêt sont tellement élevés que les gens ne peuvent plus acheter. Hein. Moi, je le vois, je suis conseiller en gestion de patrimoine, je vois plein de gens qui veulent acheter de l'immobilier parce que pour atteindre la liberté financière, l'immobilier, c'est une arme nucléaire pour atteindre la liberté financière. C'est très difficile d'envisager d'atteindre la liberté financière sans investir dans l'immobilier, ça, il faut être clair. Donc moi, aujourd'hui, j'ai plein de gens qui veulent investir dans l'immobilier, mais le niveau des taux font que beaucoup de dossiers sont rejetés par les banques pour investir dans l'immobilier. Donc l'immobilier est en crise, pas parce que les gens ne veulent plus acheter d'immobilier,
Parce que tout simplement, les banques disent non. Les banques disent non. Donc les gens, notamment les gens que je suis, qui ont par chance la possibilité de pouvoir faire un crédit, c'est mon rôle hein, quand j'analyse un dossier, quand je fais une étude patrimoniale d'un, d'un, de mes clients, c'est mon rôle de leur dire sur leur dossier, il peut passer à la banque ou pas. Mais par, par pitié, par pitié, si vous avez la chance de pouvoir obtenir un financement pour investir dans l'immobilier, mais allez-y, faites-le. Que ce soit pour acheter votre résidence principale ou pour acheter en locatif, pour faire un investissement locatif, faites-le. Si vous avez cette chance, alors il y en a très peu hein, aujourd'hui. Hein. Moi, quand je vois le nombre de clients qui m'écrivent, je leur fais leur étude patrimoniale, je leur dis désolé, votre crédit ne passera pas. C'est pas possible, ça ne passera pas. Les conditions de crédit sont tellement difficiles que dans 80% des cas, le crédit ne passe pas. Mais pour celles et ceux qui ont cette chance, qui font partie des 10-20% de chances qui peuvent avoir un financement, ben, ne vous posez pas de questions. Passez à l'action, passez à l'acte. Si vous voulez atteindre votre liberté financière, l'immobilier est un actif incontournable. Incontournable. J'en ai parlé dans mes vidéos précédentes. Moi, aujourd'hui, si je me permets, désolé l'expression, d'envoyer paître mon employeur, si je me permets de dire à mon employeur, je veux une rupture conventionnelle, je veux pas de chèque, je veux pas d'argent, je m'en fiche parce que je veux faire autre chose, si je me permets d'être aussi, on va dire, aussi arrogant, aussi insolent vis-à-vis de mon employeur, c'est parce que j'ai des biens immobiliers. J'ai acheté des biens immobiliers. Et j'ai même acheté un bien immobilier en 2007 à des taux à 5,5%, encore plus élevés qu'aujourd'hui. Je l'ai fait quand même. Et si c'était à refaire, je le referais. Et aujourd'hui, si je peux dire, si je peux envoyer, excusez-moi l'expression, envoyer, se faire, voilà, hein, se faire voir, pour parler poliment, des patrons, mon chef, etc., c'est parce que j'ai construit un patrimoine grâce à l'effet de levier du crédit, grâce à l'immobilier. Voilà. Mais, mais, force est de constater que malheureusement, beaucoup de gens qui veulent conquérir leur liberté financière grâce à l'immobilier se voient refuser le crédit par la banque. Et ça pourrait provoquer une crise avec des licenciements dans le secteur de la construction et dans le secteur des travaux publics. Donc on a quand même une autre crise en gestation. Et enfin, dernière crise que je n'ai pas mis dans les slides, c'est l'économie chinoise. La bourse chinoise, au moment où les bourses occidentales atteignent des records historiques, la bourse chinoise sont à des niveaux, sont à des plus bas jamais vus depuis plus de 10 ans. Au sommet en 2021, au début de l'année 2021, la bourse chinoise était à plus de 21 000 points. Aujourd'hui, on est à 11 000 points. La bourse chinoise accuse une baisse en quasiment 3 ans. La bourse chinoise est en baisse de quasiment 50%. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Si l'économie chinoise continue à s'enfoncer dans un marasme économique, avec la bourse chinoise qui a des niveaux de faiblesse jamais vus depuis plus de 10 ans, comment on peut justifier que LVMH, qui soi-disant tire sa croissance de la Chine, comment justifier que LVMH puisse continuer à battre des records historiques alors que la Chine est en récession, est en déflation? Donc là encore, ça c'est un gros danger. Hein. On n'arrête pas de dire oui, mais le CAC 40, c'est la mondialisation, c'est pas la France, c'est l'international, etc., etc. Regardez la bourse en Chine. C'est un bain de sang, c'est un carnage. Donc comment expliquer que LVMH, qui fait son chiffre d'affaires en Chine, puisse continuer à inscrire des plus hauts historiques alors que l'économie chinoise est en train de ralentir et que la bourse chinoise est en train de s'effondrer? Vous voyez qu'il y a, il y a un paradoxe
Il y a un paradoxe, il y a des choses qui ne sont pas claires, il y a des contradictions. Hein. On a d'un côté une économie française qui patine, on le voit bien, certains secteurs de l'économie française qui patinent. Moi, j'ai une amie qui est agent immobilier, qui habite à quelques pâtés de maison de chez moi. Bah, j'ai discuté avec elle il y a encore à peine une semaine. Elle me disait, mais en ce moment, je m'emmerde, quoi. Je m'ennuie. Il y a pas, c'est pas que ça manque de clients. Les clients sont là, les gens ont envie d'acheter. Il n'y a pas de financement, les banques ne prêtent pas. Pareil, j'ai une autre amie qui est dans le tourisme. C'est, les gens, ils n'ont pas de pouvoir d'achat. Ils ont envie d'aller en Afrique, les gens, ils ont envie de faire des safaris, les gens. Mais ils n'ont pas de pouvoir d'achat pour le faire. Ils n'ont pas de pouvoir d'achat. Donc on voit que le marché domestique en Occident et en France, il ralentit. Et de l'autre, on a des grosses économies comme la Chine qui s'enfoncent dans la déflation. Donc comment avec tout ça, on peut avoir un LVMH qui continue à battre des records. Donc on voit qu'il y a quand même des problèmes. On voit qu'il y a quand même des problèmes. Donc c'est pas parce que j'ai pu vous expliquer pourquoi les marchés actions européens battent des records historiques que ça veut dire que c'est bon, on peut y aller, c'est tranquille, c'est open bar. Il y a des risques qui n'ont pas disparu. Inversion de la courbe des taux, l'or qui est au plus haut, les marchés chinois actions qui sont au plus bas, des risques géopolitiques, Ukraine, Russie, Israël, Palestine, Taïwan, qui n'ont clairement pas disparu. Donc il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Mais mon devoir en tant qu'analyste financier consiste à vous expliquer pourquoi les marchés actions battent des records aujourd'hui. Et pas juste de vous dire c'est des complots, c'est des algorithmes, c'est des gérants actions qui truquent les marchés. Il y a derrière des raisons qui expliquent pourquoi les marchés continuent à battre des records. Alors, je termine par ce slide. Attendez, où est-ce qu'il est? Voilà. Pour moi, il y a deux erreurs à ne pas faire aujourd'hui. Deux grosses erreurs à ne pas faire. La première, et ça, j'ai eu quelqu'un, il va peut-être se reconnaître, qui m'a écrit, qui m'a dit, oh là là, il y a un super ETF pour jouer la baisse des indices actions. Et moi, je lui dis, oh là là, ne faites surtout pas ça. Le premier risque, le premier danger, première erreur à ne pas faire, c'est shorter les indices en se disant, bah, les indices sont plus hauts, je vends à découvert le CAC 40, comme ça, je suis sûr de gagner de l'argent avec la baisse des indices. Attention, c'est un scénario qui est très risqué parce que l'histoire montre que quand un record historique est battu, on a souvent un emballement à la hausse des marchés, ce qu'on appelle un crack à la hausse. On peut très très bien, parce que le CAC 40 justement a battu son record historique en dépassant les 7500, 7600 points, on peut très très bien avoir un CAC 40 qui irait à 8000, 9000, 10 000 points. Alors oui, le CAC 40 finira par baisser, mais si vous êtes short sur les marchés, le temps que le CAC 40 ne change de polarité, vous risquez d'être à poil. Vous risquez de devoir payer ce qu'on appelle des appels de marge à votre banque le temps que le marché vous donne raison. Donc attention, shorter les indices est extrêmement risqué. Il y a tellement de gens sur le marché qui vous disent que les marchés vont monter, 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 monter. On a tellement de gérants actions, des gérants actions qui sont là, qui, qui ne vont même pas prendre de vacances à Noël. Moi, je connais des gérants actions qui ne vont pas prendre de vacances à Noël pour acheter, pour continuer à acheter le marché au, pour faire ce qu'on appelle des habillages de portefeuille au 31-12-2023. Donc ces gérants-là, si jamais vous shortez les marchés, vous allez vous retrouver face aux gérants actions qui ont des milliards à investir et qui vont encore acheter les marchés. Je ne vais pas citer nom, mais je connais des gérants actions qui ont annulé leurs vacances de Noël pour acheter du CAC 40 entre Noël et Nouvel An, pour montrer, pour habiller, ce qu'on appelle faire de l'habillage de portefeuille. Que ce soit les gérants chez les compagnies d'assurance vie ou les gérants chez les sociétés de gestion. Donc attention à ne pas se dire super, les indices sont plus hauts, je vais shorter, et là, cocotier. Donc ça, c'est la première erreur à ne pas faire. La deuxième erreur à ne pas faire, c'est rentrer dans le mode FOMO,
Fear of missing out. Alors, c'est quoi le FOMO? C'est la peur. C'est oh là là, les marchés, ils battent des records, vite, 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 je vais mettre tout ce que j'ai, tout l'argent, toutes mes économies que j'ai, je vais les mettre sur le marché. Je vais faire un all-in sur les marchés en disant, c'est le début d'un nouveau paradigme économique, c'est la poule aux œufs d'or, c'est le moment de mettre toutes mes économies sur les marchés en disant que le CAC 40 il va aller à 20 000 points. Et là, c'est un deuxième gros danger, c'est le fait de ne plus se diversifier, de ne plus voir les risques et de se mettre en all-in sur les marchés. Et ça, même les meilleurs d'entre nous peuvent se mettre en danger. Un exemple, Isaac Newton. Isaac Newton, c'est pas rien quand même. Hein. Le plus grand physicien de l'histoire de l'humanité, Isaac Newton, a été ruiné en achetant, en investissant au plus haut. Alors, pour la petite histoire, hein, vous pouvez aller sur l'article dans les Échos, euh, dans les Échos. Donc, Isaac Newton, je rappelle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des conseils à des amis pour investir. Alors, à l'époque, je ne sais plus ce que c'était, pour investir dans des entreprises, dans des compagnies maritimes, pour investir dans des compagnies, dans des entreprises, quand celles-ci étaient au plus bas. Donc, ses amis, donc Newton a investi, ses amis ont investi aussi. Donc, ils ont tous investi. Le cours des actions s'est mis à augmenter, il a doublé. Newton est sorti. Newton s'est dit, c'est bon, j'ai fait x2, je prends mes bénéfices. Les amis de Newton sont restés sur les marchés. Newton leur a dit, mais sortez, ça a beaucoup monté, c'est le moment de sortir. Les marchés ont continué à augmenter, et Newton s'est dit, bah merde, les marchés montent, montent, montent. Le marché a fait x2, x3, x4, x5. Et là, Newton s'est dit, bah merde, si ça se trouve, on est rentré dans un nouveau paradigme, hein, ce qu'on appelle le nouveau paradigme lorsque la hausse devient exponentielle. Donc Newton s'est dit, bah, peut-être que mes amis ont raison, peut-être que je suis sorti trop tôt. Donc qu'a fait Newton? Il a investi toutes ses économies dans ces actions-là. Et malheureusement, quelques semaines après que Newton ait mis toutes ses économies, tout ce qu'il a gagné dans une vie dedans, le marché s'est retourné. Et là, on a eu l'effondrement du marché. Et Newton s'est retrouvé ruiné en ayant fait de mauvais investissements. Donc ça peut arriver aux meilleurs d'entre nous. Parce que bon, moi qui je suis par rapport à Isaac Newton, hein, je suis pas grand-chose. Hein. Donc voilà. Et pourtant, Newton s'est littéralement retrouvé ruiné en ayant investi au plus haut. Donc attention aussi au deuxième risque, c'est le fait d'investir au moment où ça s'emballe, de mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc là, la courbe que vous voyez, c'est la courbe classique de la remontée d'une croissance économique qui vire à la bulle. Puis on a eu un premier crack, un piège haussier, et là, le deuxième crack, la deuxième phase du crack haussier, du crack baissier, pardon. Donc voilà. Donc ça, c'est important. Donc là, les deux risques à ne pas faire, les deux erreurs à ne pas faire au moment au moment où je vous parle, c'est le premier, c'est de shorter le marché. Et le deuxième, c'est de mettre toutes ses économies sur la bourse aujourd'hui. Ça, c'est les deux risques à ne pas faire. Voilà. C'est difficile pour moi de vous donner des conseils dans quoi investir parce que bah, ça dépend de votre situation patrimoniale, de vos objectifs patrimoniaux. Mais si je peux vous déconseiller des choses, premièrement, c'est shorter les marchés en se disant, c'est bon, on est au plus haut, ça ne peut que baisser, je short. Première erreur à ne pas faire. Deuxième erreur à ne pas faire, mettre toutes ses économies sur les marchés aujourd'hui en all-in, avec le risque que finalement on ait atteint le point haut et que les marchés s'effondrent en 2024. Donc ça, c'est les deux risques à ne pas faire. Sinon, si vous voulez investir, si vous voulez construire une stratégie patrimoniale sur le long terme, moi, je vous conseille soit de vous former, soit de me contacter. Hein, vous avez mon adresse mail, de vous contacter et on fera un bilan patrimonial et je pourrai vous aider, vous accompagner dans l'investissement, que ce soit sur les marchés boursiers, sur les marchés obligataires ou sur l'immobilier. L'immobilier,
malgré ce que disent les médias, est un actif indispensable, indispensable, si vous voulez conquérir votre liberté financière, ou même si vous voulez assurer votre retraite. L'immobilier est un actif indispensable. Ça peut être l'immobilier physique, mais ça peut être aussi les SCPI. L'immobilier reste un actif indispensable pour atteindre la liberté financière. Et je parle en connaissance de cause. Si je suis devant vous aujourd'hui, si je peux parler librement devant vous aujourd'hui sans avoir peur que mon employeur commence à vouloir me licencier pour faute grave. D'ailleurs, au passage, si je me licencie pour faute grave, ça sera encore plus simple pour moi. Je pourrais encore plus facilement faire ce que j'ai envie de faire. Mais si j'ai pas peur aujourd'hui, au moment où je vous parle, d'être viré, c'est parce que justement, j'ai atteint la liberté financière grâce à l'immobilier. Donc l'immobilier, ne pas, voilà, ne vous faites pas berner par des journaux qui vous parlent de morosité en immobilier, etc. Si vous avez la possibilité d'investir dans l'immobilier, allez-y, franchement. Si le marché immobilier galère aujourd'hui, c'est pas parce que les gens ne veulent pas acheter l'immobilier, c'est parce que les banques bloquent 80% des dossiers de financement. Voilà. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Donc, c'est une longue vidéo. Je reconnais, je m'en excuse, mais c'était important pour moi d'analyser sereinement avec vous ce qui se passe sur les marchés. Et pas juste de dire ah bah les marchés montent, c'est le moment d'y aller, ou alors les marchés montent parce que il y a des complotistes, des algorithmes qui manipulent les marchés. Non, les choses sont plus compliquées que ça. Il y a des raisons fondamentales à la hausse des marchés, mais attention, les raisons qui peuvent faire baisser les marchés n'ont pas disparu. Les risques économiques, géopolitiques, ça n'a pas disparu. Donc, voilà un petit peu ce que j'avais à dire, ce que j'avais à vous dire. Voilà. En tout cas, ça sera sans doute la dernière vidéo de l'année, parce que j'ai envie de prendre quelques vacances hein, aussi, de souffler un petit peu sur la fin de l'année 2023. Avant une année 2024 qui s'annonce assez chargée, puisque j'ai pas mal de personnes à qui je vais faire des bilans patrimoniaux au début de l'année 2024, ou des personnes que je vais accompagner, que je vais former pour devenir, parce qu'elles veulent devenir conseillères en gestion de patrimoine aussi. Donc, je vais avoir pas mal de travail au début de l'année 2024. Donc, je vais souffler en cette fin d'année 2023. Si vous avez envie de m'écrire, vous pouvez m'écrire, je vais répondre, je réponds aux mails. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez bien soin de vous, de vos proches, de vos familles. Profitez de ces fêtes, voilà, pour souffler, voilà, parce que l'ambiance est quand même assez anxiogène. Donc, profitez un petit peu de ces fêtes pour revoir vos proches, profiter de ces fêtes en famille. Moi, en tout cas, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine, de joyeuses fêtes de fin d'année et je vous retrouve pour le début de l'année 2024. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos proches et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!